malheureusement. Il y a encore un peu de marge avant Mad Max. Ah, il y a un peu de marge. Bon, allez, puisqu'on est d'accord pour se dire, je vous cite, tout n'est pas foutu, il n'est pas trop tard, il y a encore de l'espoir. Je vous propose d'accueillir tout de suite, et avant les 2 autres témoignages, Laurent Lambert. Ah ouais, c'est brutal, hein. Vous allez prendre un micro, monsieur Lambert. Pendant que vous arrivez, je vais préciser qu'à l'heure de l'agrotourisme, et on était dans le... Allez-y, prenez un micro. Dans l'onotourisme, la semaine dernière, avec nos amis Terre de Vin, il y a beaucoup d'agriculteurs qui font aujourd'hui preuve de diversification. Et vous êtes, vous, à Jaunet-Marigny. On oublie quelquefois que c'est la terre où a poussé le Futuroscope. Vous auriez pu ouvrir des gîtes ou autre. Ben non. Vous, plutôt que de loger des visiteurs, vous avez choisi d'ajouter des sphères à la sphère iconique du parc, puisqu'on connaît tous la sphère du Futuroscope. Vous, vos sphères, c'est pour faire du biogaz. Vous avez plus de 50 ans, on ne va pas entrer dans le détail, ils s'en foutent, ce n'est pas le sujet. En tout cas, vous exploitez avec vos 2 fils, peut-être d'autres enfants, mais en tout cas 2 fils, une activité agricole déjà multiple, puisque avant de faire cette activité dont on va parler, donc de production de biogaz, vous étiez déjà sur des céréales, sur l'élevage laitier et sur des semences. Et vous êtes certifié HVE, j'aime bien le préciser tout de suite, depuis près de 10 ans. Moi, j'ai une première question. Qu'est-ce qui fait que vous avez été parmi les précurseurs à faire du biogaz ? Et venez avec moi. Allez-y, ça marche. Donc en fait, c'était pour apporter... donc nous, à l'origine, on est producteurs de lait. Alors on est producteurs de protéines animales. C'était un petit peu critiqué. On ne va pas s'excuser de tout non plus à chaque fois qu'on dit quelque chose. Allez-y. Mais, et donc, en fait, on était sur... Voilà, la production laitière était quand même compliquée depuis un certain nombre d'années. Et on a toujours cherché sur l'exploitation à diversifier nos sources de revenus pour apporter de la stabilité sur nos exploitations. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est pas mettre tous les œufs dans le même panier. On faisait des céréales, des semences et une production animale. Et il y avait aussi donc un besoin de gaz vert sur le territoire, sur Grand Poitiers, à cette période-là qui était en 2013-2014. Et on s'est intéressé à ces productions-là en se disant, sur nos exploitations, on a de la biomasse qui est présente et comment on peut l'utiliser. Donc c'était une possibilité, vous commencez à réfléchir en 2013-2014, ça commence en 2020. Donc c'est intéressant d'expliquer pourquoi ça commence en 2020. On va dire en gros, il y a 5-6 ans d'études, de choix. Qu'est-ce qu'on fait pendant ces 6 années ? Donc on est sur des pans de temps qui sont lourds. Il a fallu déjà visiter un certain nombre d'unités. On est, alors je ne vais pas vous dire qu'on est précurseur, mais on est dans le début de la méthanisation en France, contrairement à d'autres pays. Et il fallait savoir ce qu'on allait mettre en place sur l'exploitation. Ensuite, on est en France, on a aussi toute la partie administrative. Qui est très longue. Ça, Jean-François Clédel nous l'a résumé voilà. tout à l'heure. Non, mais c'est plus d'1 an de dossier. Aujourd'hui, on est en train d'en déposer un deuxième. C'est 9 mois d'instruction. On pose des questions à l'administration, on n'a toujours pas les réponses. Donc voilà, on est quand même en France. On a aussi le système bancaire qui est... il faut aussi se positionner. Et ce qui fait qu'à la fin, on a mis entre 5 et 6 ans pour arriver à ce projet-là. Le déclic, on a échangé, et j'étais ravi de vous avoir au téléphone. Malheureusement, j'irai voir votre exploitation, je vous rappelle, au nord de Poitiers. Vous m'avez dit, il y a quelque chose que je peux garantir aujourd'hui, c'est évidemment pas le prix du litre de lait bientôt, mais je sais ce que je vendrai, mon gaz. Qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui dans ce développement justement et dans ce choix ? En tant que chef d'entreprise, comme je vous l'ai expliqué, le prix du litre de lait, moi je le connais le premier du mois. Je ne sais pas 2 mois à l'avance combien je vais être payé, je le découvre le premier du mois pour le mois suivant. Donc quand on va voir le banquier, c'est toujours difficile de faire des projections quand on a des investissements à faire. Aujourd'hui, la production de gaz, qu'on se fasse de l'électricité, parce qu'il y a 2 destinations, soit de l'électricité en cogénération, ou soit un réseau de gaz à côté en gaz en injection directe, on a un contrat qui est garanti pendant 15 ans, indexé sur le coût de la vie. Et ça, pour une entreprise, pour un banquier, c'est rassurant, on peut investir, on peut se projeter et adapter. Ensuite, on a, entre guillemets, juste à faire tourner. Alors, on va être précis parce que là, on sort quand même de quelque chose. On a pris beaucoup d'informations successivement. On a tous vu des slides, une des diapos pour parler français tout à l'heure qui nous montrait quelle surface de la Terre était réservée à la production végétale et pour les animaux. C'est important peut-être de dire que vous, votre biogaz, vous le faites plutôt avec des déchets qu'avec des produits que vous faites pousser spécifiquement pour ça. Expliquez-nous ce que vous mettez dans ces sphères. Nous, on est parti d'une première... ce qu'on ne voulait pas, c'est qu'il y ait concurrence entre alimentaire et puis énergie sur notre exploitation. On n'est pas là pour faire de la concurrence, c'était de trouver, entre guillemets, cette complémentarité. Et en fait, alors je ne sais pas si c'est du changement climatique. Enfin bon, nous, on est là. Ce qu'on constate, c'est que nos hivers, ils sont quand même il y a un peu plus de chaleur, on a moins de froid, on a moins d'arrêt végétatif. Et en fait, on s'est dit, sur ces périodes où en fait, nos sols, ils sont nus, où en fait ils sont exposés, c'est de venir implanter des cultures sur cette période hivernale
plus, les plantes captent le carbone. En plus, il y a de CO2 et plus cette croissance, elle augmente. Et avec des températures qui sont douces, en fait, on est capable de produire des plantes en période hivernale, chose qu'on ne faisait pas, je dirais, il y a 20 ou 30 ans. Donc, en fait, on vient introduire entre deux cultures principales, entre par exemple un maïs ou un tournesol, une culture intermédiaire qu'on va récolter et qu'on va mettre dans le méthaniseur. Ça, c'est la première chose. Ensuite, moi, je suis éleveur, donc les vaches, on produit du fumier. Et aujourd'hui, l'ensemble de notre fumier, qui représente 75% de l'approvisionnement du méthaniseur, c'est le fumier et c'est ce qui va produire une partie du biogaz. Je crois que vous recyclez aussi une partie de l'herbe de tonte d'une commune d'à côté où il y a un peu de déchets qui rentrent, ou c'est fini cette époque? Ouais, mais c'est anecdotique. D'accord. Ça, c'était le greenwashing de la Nouvelle République que j'ai eu. D'accord. Plus sérieusement par rapport à ça, et surtout dans la suite de la conférence, j'ai pris une phrase de vous justement chez mes confrères. Vous dites « J'essaye de transformer, depuis que je suis sur cette propriété, les contraintes qu'on nous impose en atouts ». Moi, je trouve qu'il y a deux questions là-dedans. De quelles contraintes vous parlez et de quels atouts vous avez pu tirer à partir de ces contraintes? Alors, par exemple, si je reviens les contraintes en tant qu'agriculteur, on nous impose de couvrir nos sols en période hivernale pour limiter les flux d'azote par rapport aux pollutions, par rapport aux nitrates. Et en fait, on s'est dit, c'est aussi la politique de l'exploitation, de l'entreprise, toute contrainte, c'est de le transformer en atout et se dire, non, mais cette couverture qui est obligatoire, en fait, il faut en retirer, je dirais, un bénéfice, voir comment on peut le valoriser. Et en fait, on a recherché en disant, non, on va valoriser justement ces couverts. Ils peuvent retourner au sol, mais nous, ce qu'on souhaite, c'est en retirer un petit peu d'argent. On va fêter, surtout vous, fêter 5 ans d'activité, ça sera en octobre. Vous tirez quel bilan et qu'est-ce que vous faites en matière, de travail coopératif autour de ces méthaniseurs et comment vous portez ou pas la bonne parole pour dire aux autres, oui, tu peux y aller ou attends, fais gaffe? Donc nous, le bilan, il est positif parce que ça fait 5 ans qu'on est en exploitation, je dirais, on respecte à peu près notre business plan qui était prévu et on reconstruit une autre unité de méthanisation. Alors là, le délai, on espère 2 ans. Bon, maintenant, on est un peu... on sait un peu ce qu'on veut et on veut essayer d'aller vite pour injecter du gaz au pied du Futuroscope parce que nous, on est on est à 4 km du Futuroscope, donc on va injecter sur le site du Futuroscope. Et donc on y croit. Et je suis, alors pour parler du dispositif Méthane Action, c'est ce que oui, c'est ce que j'appelle Donc le dispositif Méthane Action, en fait, il est porté par les chambres d'agriculture, la chambre régionale d'agriculture, les fédérations des CUMA. Et le but, c'est d'accompagner de l'émergence dans chaque département. Donc on a un animateur régional et dans chaque département, il y a des relais locaux pour aller rencontrer les agriculteurs en disant vous avez de la biomasse, vous avez du fumier, vous pouvez le transformer. Et ce dispositif-là, il est financé par la région, par l'ADEME et par la région Nouvelle-Aquitaine. Pour ceux qui avaient sauté le mot, CUMA, c'est les coopératives d'utilisation de matériel agricole, oui. C'est une mise en commun de matériel. Aujourd'hui, vous dites comment? Vous dites, c'est un peu la question que j'avais tout à l'heure avec notre conférencier. Vous vous présentez comme chef d'entreprise, comme agriculteur, comme industriel. Vous êtes quoi avec cette usine de méthanisation? Je me considère comme un chef d'entreprise. Alors, non, mais c'est important par rapport à ce qu'on vient de voir sur la sémantique. Je me considère comme un chef d'entreprise. Ensuite, moi, je m'adapte. Je suis malheureusement dans le monde de l'économie. J'ai des comptes à rendre à mon banquier tous les ans, comme nombre d'entreprises. Et j'essaye de saisir les opportunités. On met en place, nous, ça a permis au sein de l'exploitation de remettre en place toute la partie des travaux du sol. Alors, on a mis en place, on va dire, ce qu'on appelle aujourd'hui de l'agroécologie. On fait aussi de l'agroforesterie. On a modifié nos systèmes d'exploitation. Le but, c'est aussi d'utiliser moins de produits phytosanitaires, parce qu'on est quand même les premiers applicateurs et les premiers exposés. On voit aussi qu'on a des impasses de plus en plus sur un certain nombre de cultures. Donc, on revoit un petit peu nos rotations. Mais ça, on est sur un cycle à long terme. On n'est pas, on est en train d'essayer de s'adapter. Une question par rapport à ce que vous venez d'entendre, et on demandera évidemment tout à l'heure aux conférenciers quand ils prendront question non pas de juger, mais de commenter vos témoignages à tous les trois. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous regardez, puisque vous avez, je le rappelle, innové sur le panneau solaire, sur le biogaz, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui que vous voyez émerger, vous dites tiens, ça je vais y aller, ou vous en parlez avec vos garçons en disant on pourrait peut-être y aller? C'est sûr qu'on est sur les énergies renouvelables. On va produire, on s'intéresse aujourd'hui dans les nouveaux projets à faire ce qu'on appelle de l'agrivoltaïque, c'est d'essayer de concilier la production d'énergie avec la production animale, parce que moi je crois encore dans la production animale.
on pourra partager tout à l'heure, parce que je partage pas un certain nombre d'éléments qui ont été donnés, parce qu'aujourd'hui, je suis désolé, hein, mais quand on dit, je le dis quand même, j'en profite, mais quand on dit que la production animale... allez-y. Non, mais quand on dit que la production animale, il faut plus manger, enfin aujourd'hui, c'est des prairies. Hein. Et les prairies, c'est ce qui stocke le carbone. Donc moi, je veux bien qu'on supprime l'ensemble des prairies en supprimant les filières animales. On va faire quoi derrière ? On va mettre en place, ok, moi je veux bien qu'on mette en place du pois chiche, et aujourd'hui on a des stocks de pois chiche, mais on utilise de l'énergie fossile pour produire ça. Okay. Donc dans le bilan qui est annoncé, je pense que c'est intéressant, on en reparlera tout à l'heure. Donc oui, on s'intéresse à l'agrivoltaïque pour essayer de toujours concilier cette production énergétique. Nous, c'est ce qu'on regarde, cette production d'énergie, mais nous, ça a toujours été sans être au détriment de la production alimentaire, parce que je pense qu'on a toujours besoin de production alimentaire. Merci beaucoup, et on aurait pu lancer le débat sur l'agrivoltaïque, mais on vous applaudit. Je vous propose de passer le micro à Stéphane Dupont qui va nous rejoindre. Juste un mot sur l'agrivoltaïque, ça va dans le sens de ce que disait Arthur aussi tout à l'heure, parce que tout fait débat. C'est dans votre département, Monsieur Lambert, il y a Pascal Lecamp qui est un député, qui est rapporteur aujourd'hui de l'agrivoltaïque et qui dénonce le trop grand nombre de projets, entre autres dans la Vienne. Donc comme quoi l'agrivoltaïque et l'agroécologie peut aussi faire débat avec surtout le voisinage après les scandales surtout dénoncés par certains territoires sur le grand nombre d'éoliennes. Alors là, on change de secteur. On va parler tout à l'heure avec la vice-présidente de la Chambre des métiers, parce qu'il y a un choix qui nous a surpris, nous observateurs, c'est de vous voir arriver représentant la Chambre des métiers régionale, et on est ravis de vous avoir. On va dire pourquoi ça nous a surpris. Plus de 15 sites de production, 2 sites en Italie, près de, même plus maintenant, 700 salariés, 150 encore en Italie, 120 millions d'euros annoncés, tout ça qui dépend d'une Chambre des métiers. Déjà, il faut nous expliquer pourquoi, et après on va parler des étiquettes. Allez-y. Et oui, parce que donc, Alliance Étiquette, c'est un groupe de 15 entités, 15 imprimeries, et on a notamment une imprimerie Etincia, dans le Périgord, à Nottron, qui effectivement encore a des métiers encore de métiers d'art, d'artisanat, et c'est pour ça qu'effectivement on est connecté en la matière. Ce qu'il faut savoir, c'est que Alliance Étiquette, c'est un regroupement. On découvre d'ailleurs l'activité de chez vous. D'imprimeurs, de passionnés d'imprimerie. On fait des étiquettes papier, adhésif ou en étain, justement sur ce site d'Etincia. Et aujourd'hui, on est aussi, comme nous tous, confrontés à ce qu'on a pu voir tout à l'heure. C'est effectivement ce changement de paradigme. Et en fait, ce qu'on a souhaité faire aujourd'hui, c'est se poser des bonnes questions. Alors, est-ce qu'on se pose toutes les bonnes questions ? Est-ce qu'on a toutes les solutions ? Est-ce que ça règle vraiment les problèmes ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on a décidé d'organiser les choses qui pouvaient être faites sur tous nos sites et d'avoir une ligne directrice. De mettre en place ce qu'on appelle une stratégie RSE. Alors, on ne l'a pas inventé de notre chapeau. Alors, j'ai la chance d'avoir une personne de mon équipe ici présente, et on ne l'a pas inventé à 2 ou à 4 ou à 10. On a voulu... de la dévoiler, et je vous coupe Stéphane parce que c'est important de contextualiser, mais vous allez reprendre aussitôt. C'est important de dire, rien que sur l'année dernière, 4 acquisitions. C'est-à-dire que vous faites de la croissance très rapide, et c'est pour ça que je dis qu'il faut le dire maintenant. Comment justement vous partagez et les process et une stratégie RSE avec des sites qui, 6 mois avant, ne se connaissaient pas ? Est-ce que ça, c'est pas un handicap ? Alors c'est un challenge, clairement, de rentrer finalement, d'intégrer de nouveaux sites dans une dynamique, dans un groupe. C'est souvent des sites qui partagent une même ADN, des mêmes valeurs, donc ça facilite un certain nombre de choses. C'est déjà des sites qui peuvent être, par exemple, Imprimevert, qui peuvent être FSC, qui peuvent... Il faut nous dire ce que c'est, parce que là, il n'y a pas que des spécialistes. Alors, c'est des certifications qui, en fait, permettent de vérifier comment on gère, par exemple, des déchets, comment on achète du papier, comment on peut le tracer. Et du coup, ce sont des éléments qu'on peut du coup, partager à nos clients, et ils peuvent du coup se garantir de travailler avec un Imprimevert qui respecte un certain nombre de normes, ou FSC, c'est-à-dire qui achète un papier qui est géré, qui est acheté dans des forêts éco-conçues. Alors, RSE, on a entendu. Stratégie RSE, pourquoi stratégie ? C'est quoi le déclic ? Vous avez croisé Arthur Keller une fois avant, il va dire, même si ce n'est pas grand-chose, faites-le. Non. Mais de fait... la RSE était intégrée de manière très ponctuelle dans tous nos sites, mais de manière désorganisée. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est comment, en étant un groupe, on va avoir aujourd'hui une ligne directrice et on va créer une dynamique pour aller plus loin. Donc, on a voulu d'abord et avant tout poser la question à nos fournisseurs, à nos clients, à nos collaborateurs français et italiens, puisque maintenant on est aussi en Italie. Et donc, on a fait une étude de matérialité.
Alors ça peut paraître un nom un peu compliqué, mais pas du tout. En l'occurrence, ça permet de vraiment comprendre ce qui se passe dans notre écosystème, de prendre ce recul nécessaire. Et de ce fait, on a identifié 3 piliers pour nous, 14 enjeux, 37 objectifs, donc 17 qu'on a jugés prioritaires pour l'ensemble du groupe. On peut prendre les 17, parce que les 34, ça va être beaucoup. Allez, on prend les Non, 17, je pense ou que 4 ou 5 exemples serait bien. Ce qui peut être intéressant, c'est de parler des piliers. Les 3 piliers, On commence par ça. c'est de fait ce qui nous structure aujourd'hui, la façon dont on s'organise pour avancer étape par étape. Et c'est vrai que quand on a la présentation d'Arthur tout à l'heure, on peut être un peu angoissé ou paralysé finalement par rapport à tout ce qu'il y a à faire. Nous, ce qu'on se dit de manière très humble, c'est qu'on va y aller étape par étape. Et typiquement, cette année, on est très content d'avoir déjà un premier rapport RSE où on a fait beaucoup de choses sur ces 3 piliers. Premier pilier, c'est tout simplement innover responsablement. Alors, on a fait plein de choses, mais une chose concrète qui va parler sûrement à tout le monde, c'est qu'aujourd'hui, on a réalisé un fascicule de papier qu'on recommande à nos clients pour qu'ils fassent des choix éclairés. Typiquement, on leur montre des papiers qui sont recyclés, qui sont biosourcés. On leur montre des papiers qui sont ce qu'on appelle réduits, donc qui sont en termes sur le frontal ou sur la glacine, qui ont un grammage réduit pour faire de fait un impact carbone de fait moins important. On a envie de vous dire, ça, ils le savaient déjà, vos clients? Pas forcément. Pas forcément, et de plus, en faisant ça, en concentrant, en priorisant, en montrant quelques sélections, on obtient aussi des prix plus intéressants. On leur propose finalement aussi ces papiers à des prix intéressants et donc à un choix plus juste. Et aujourd'hui, moi, je suis très content de constater que les mois passant, on a de plus en plus de ces papiers qui sont choisis par nos clients, qui ont été éclairés par nos soins. Les autres piliers. Deuxième pilier, c'est l'épanouissement de nos collaboratrices et collaborateurs. Et typiquement, sur ce sujet, alors, on a pas mal d'enjeux et d'objectifs, mais un des enjeux qu'on avait identifié comme majeur, c'était vraiment de préserver nos savoir-faire. En fait, au sein de nos équipes, on a des métiers rares, des métiers artisanaux encore, et qui peuvent demain disparaître uniquement parce qu'une personne part à la retraite. Donc, on a classifié, cartographié nos différents savoir-faire. On a aussi évalué les risques par rapport à certaines personnes qui partent bientôt à la retraite, de perdre tel ou tel savoir-faire. Et aujourd'hui, depuis l'année dernière, on a lancé l'Académie Alliance Étiquette qui nous permet d'encapsuler ces savoir-faire, de travailler sur des modules pédagogiques qui nous donnent la capacité aujourd'hui, quand il y a un nouvel entrant, de le former, de lui expliquer comment ce savoir-faire qui pourrait disparaître, comment on peut le préserver et continuer du coup dans ce sens. Troisième pilier. Troisième pilier, c'est lié au climat. Donc on a un pilier qui est lié à une stratégie climat. Et là, un exemple très simple. Alors c'est très simple, mais ça prend du temps. On a voulu travailler sur notre empreinte carbone. Et pour ce faire, première étape, on a voulu avoir la capacité de faire nous-mêmes nos bilans carbone. Alors je ne sais pas si les entrepreneurs ici présents savent le faire et le font déjà, mais typiquement, voilà, on a choisi une solution digitale qui nous permet aujourd'hui de collecter les informations utiles, d'analyser les informations et de faire un rapport bilan carbone. Donc là, on vient juste de terminer le bilan carbone 24 sur les données 23. On va faire dans quelques semaines, on va finaliser le bilan carbone 25 sur les données 24, qui nous permettra, à partir de septembre, de travailler sur notre trajectoire carbone. Donc ça aussi, un exemple très concret de ce que peut être la RSE. Et ce que moi je retiens, c'est que, et ça peut peut-être être rassurant par rapport à ce qu'on a pu vu et entendu aujourd'hui, c'est que en fait, la RSE, ça peut devenir du quotidien. Ça peut devenir quelque chose qui devient totalement intégré à la stratégie d'entreprise. Et aujourd'hui, ça devient une évidence. Et c'est dans ce sens-là que je trouve qu'il faut avancer pour arriver petit à petit à faire mieux et aller dans le bon sens. Arthur, tout à l'heure, pour aller dans le sens de votre quotidienneté, disait le frein, souvent, c'est justement qu'on perd de la croissance ou qu'on a des problèmes économiques et du coup, on tourne le dos à ces bonnes décisions.
On ne va pas revenir sur des chapitres douloureux, mais vous avez été obligé de fermer une unité de production en Gironde, alors que vous avez 4 unités en Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que c'est plus compliqué, justement, dans ces périodes de crise, d'aller parler de RSE, d'équité et avec le personnel, ou est-ce que, justement, on accompagne la crise avec la RSE ? On accompagne clairement la crise avec la RSE. En l'occurrence, sur ce site qui a été fermé, on a voulu accompagner chaque collaborateur pour trouver une solution. On a aussi, derrière cette fermeture, on a réussi à préserver un savoir qui est le savoir de l'étiquette traditionnelle qu'on a transféré sur un site qui a eu la capacité de préserver ce savoir-faire que le site d'origine n'aurait pas pu le préserver. Merci beaucoup. On vous retrouve dans 3-4 minutes. Allez, on va passer à notre 3e témoignage. Ils ont entre la trentaine et la quarantaine et ils sont, vous verrez, entre 2 et 3 enfants. Je suis obligé de le dire comme ça parce qu'on va se poser des questions. Et on va s'asseoir parce que moi, je suis fatigué. Allez. Je vous présente Erwan et Mathilde. J'allais chercher le nom de votre papa avant, Erwan. Et donc, vous avez repris une entreprise, pas n'importe laquelle. C'est une entreprise qui est 2 Jean Drapeau, comme son nom ne l'indique pas. C'est une entreprise familiale, même si ce n'est pas le nom de 2 Jean. Mais tout le monde ici, il y en a plusieurs tout à l'heure qui m'ont dit, nous, on a acheté des drapeaux chez 2 Jean Drapeau. Donc, je vois que ça acquiesce dans la salle. Est-ce que c'était une évidence ? Alors là, c'est open bar, on m'a dit, chacun choisira sa question, donc on y va. Est-ce que c'était une évidence de reprendre une entreprise, qui plus est cette entreprise-là, ou ça aurait pu être n'importe quelle autre ? Alors, c'était pas forcément une évidence à la base. Moi, il se trouve que mes parents ont acheté la société en 2008. En 2008, j'étais en première année d'école de commerce ici à Kedge. Donc, la graine était un peu plantée dans mon cerveau. J'ai fait mes premiers stages dans la société. J'ai vu mes parents vraiment justement essayer de refaire décoller cette société. Je les ai aidés aussi sur certains projets. Puis après, voilà, j'ai fait mon parcours en école de commerce, j'ai fait de l'audit financier à Paris, j'ai fait du contrôle de gestion dans des entreprises françaises avec un rayonnement international. Je suis devenu directeur commercial d'une start-up parisienne ici à Bordeaux. Et l'opportunité s'est présentée. Donc en famille, on en a discuté. Il se trouve que j'ai 3 petites sœurs. Le timing était bon. On en a beaucoup discuté ensemble avec Mathilde aussi. Et du coup, j'ai décidé de rejoindre l'aventure avec mon père. Et quelques mois après, on a racheté la société et on essaie de la développer comme on peut maintenant. C'est une question qui revient souvent quand on voit des salariés, on va dire, dans des postes confortables à l'international, revenir prendre des entreprises familiales ou pas. Mathilde, qu'est-ce que c'est le déclic ? Là, c'était pas l'entreprise de votre papa et vous aviez aussi un très bon job à l'extérieur. Qu'est-ce qui fait qu'on va aussi tenter l'expérience et faire ce qu'on s'est dit l'autre jour, 15 métiers dans la journée ? Oui, alors moi c'est vrai que je suis un peu tombée dedans par la force des choses, mais disons que j'avais fait 9 ans en audit financier, c'est là qu'on s'est rencontrés, et j'étais un peu sur la fin d'un cycle, et là voilà, l'opportunité s'est présentée de reprendre 2 Jean. C'était un challenge qui nous a plu, et du coup par la force des voilà, on s'est lancé, quoi. Est-ce que le challenge, justement, de la reprise, c'est la transformation ? C'est un mot-clé aujourd'hui, on l'a entendu. Est-ce que vous êtes des acteurs aujourd'hui de la transformation de l'entreprise, qui était l'entreprise de votre père, et ça prend quelle forme ? Alors oui, bien sûr, on a envie de transformer beaucoup de choses, on a envie de digitaliser certains processus. Il faut savoir que c'est pas toujours facile. Je pense à un public averti. Beaucoup de choses prennent du temps. Il faut savoir être patient. Nous, on a été confrontés aussi rapidement avec plusieurs générations, une équipe assez ancienne, l'intégration de nouveaux. Vous voyez quelques photos de la société également, mais beaucoup de choses qui sont faites de manière semi-industrielle aussi. Donc voilà, on a beaucoup de choses à mettre en place, beaucoup de projets aussi. Et évidemment, on a envie de la transformer, mais on a aussi envie de garder ce côté historique, ce savoir-faire français, ce savoir-faire local, j'ai envie de dire. Donc voilà. On vient d'en parler beaucoup, circuit court, sourcing. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un chantier chez vous justement de sourcer de la matière première française et surtout de travailler sur des produits qui vous permettent de produire moins de déchets et moins de dépenses carbone ? Alors, nous déjà, en termes de matière première, on imprime sur des rouleaux de tissu. Ces rouleaux de tissu, on a un fournisseur historique qui est en Allemagne, qui nous produit, en tout cas nous procure la meilleure qualité de tissu possible. Et en France, on n'a jamais trouvé d'autres acteurs. Donc évidemment, après, on a tout un panel de fournisseurs
Et on en a de nombreux en France, de nombreux dans notre territoire, de nombreux en Nouvelle-Aquitaine et dans la région. Et on essaie à chaque fois de favoriser les circuits courts. Il se trouve que dans nos autres grands fournisseurs, on est soit français, soit européens, mais des pays limitrophes. La Suisse pour des machines, l'Italie pour des machines, la Belgique pour certains produits de négoce qu'on n'a pas trouvé en France, des choses comme ça. Voilà. Alors au-delà du choix de l'importation des matières premières, il y a tout ce que vous faites aujourd'hui aussi en matière de décarbonation. Le mot était employé, on va le reprendre, même si vous dites « merde, je fais pas grand-chose » depuis que j'ai entendu qu'il y a l'air, mais bon, on va quand même en parler. Ces tissus, le travail qui est fait, l'utilisation des solvants ou pas, tout ce qui est traitement des déchets, ça c'est vous qui êtes en train de le mettre en place. Comment ça se passe? Parce que vous m'avez dit, on est sur un métier traditionnel avec des gens qui sont là depuis très longtemps, certains vous ont connu enfant. Comment on fait passer justement cette évolution? Je pense que c'est un travail de longue haleine. Après, voilà, sur tout ce qui est gestion de déchets, quand on est arrivé, il n'y avait pas non plus rien. Il y avait beaucoup de choses qui étaient mises en place. Là, ce qu'on essaie de développer, c'est surtout la revalorisation, notamment de nos chutes de tissus. Donc le premier levier, ça a été de les limiter au maximum, donc de revoir un peu nos process de production pour optimiser l'impression, qu'il y ait le moins de pertes possible lors de la production, et ensuite de voir comment on peut en faire quelque chose de nouveau. Donc là, on est en étude avec une entreprise dans les Vosges pour essayer de transformer nos chutes en granulés de PET qui pourront après être réutilisés par d'autres entreprises sur d'autres produits. Donc on a fait le premier test, le premier gros test, et là on a envoyé de la matière pour un deuxième test. Donc c'est un sujet qui avance bien. Et puis, ça, c'est un coût supplémentaire ou ça peut être un revenu supplémentaire? Idéalement, ça serait un statu quo. Pour l'instant, c'est un coût supplémentaire. Pour l'instant, les études, c'est plutôt un coût. Ouais. C'est plutôt un investissement, mais on espère que, à terme, ça soit neutre. Et puis après, on favorise aussi tout ce qui peut être initiative dans la revalorisation. On a fait des partenariats avec des designers, avec des écoles qui réutilisent la matière pour en faire d'autres produits créatifs. Et donc voilà. Et pour l'instant, on n'a pas trouvé d'acteurs locaux qui sont capables de recycler nos chutes de tissus. On a commencé à en parler avec la CCI. Donc il y a un projet en cours. Si vous connaissez des entreprises qui savent recycler nos chutes de tissus dans la région, deux, trois noms là, à vous proposer. On revient à ce que vous êtes en train de faire. On est toujours le fils de quelqu'un, mais quand on prend la boîte de son père, on est le fils d'eux. En matière de management, on vient de voir l'importance aujourd'hui de l'humain dans tout ce qu'on est en train de faire. Il nous a parlé au trip, il a dit tout à l'heure. Comment on perçoit et comment on fait justement les évolutions des machines de management et de production quand on reprend l'entreprise familiale? Est-ce que ça, c'est un chantier du quotidien ou est-ce que ça y est, c'est passé? Oui, c'est un chantier du quotidien. Encore ce matin, on a eu des grosses réunions. C'est vrai qu'on se fait accompagner aussi par un consultant RH qui nous aide dans toute cette politique, et cette organisation qu'on veut mettre en place. C'est pas facile d'apporter de faire cette politique du changement avec une entreprise qui a pas mal grandi ces dernières années aussi. On a eu des très très belles années après le Covid. Avec ces nouvelles générations aussi, on a besoin aussi, nous, de pouvoir bien connaître les fonctionnements de la société, le métier qui est nouveau pour nous aussi. Et là maintenant, l'idée, c'est faire monter en compétence l'ensemble des salariés. Il y en a quasiment les 2/3 ont moins de 3 ans d'ancienneté maintenant. Donc il faut les faire monter en compétence, qu'on puisse tous prendre de la hauteur pour développer la société. J'ai envie de dire la dynamiser encore plus au niveau externe et donc oui, c'est de vrais enjeux du quotidien et on est vraiment dans un processus d'amélioration continue pour être meilleur tous les jours. Allez, avant de recevoir les présidents de chambres consulaires et la conclusion avec Alain Rousset qui va être forcément pertinente, moi j'ai 2 questions. Est-ce que vous avez au moins une seconde dans votre vie de jeune entrepreneur, l'un et l'autre, regretté un jour d'avoir quitté vos postes parisiens ou ailleurs d'ailleurs? Est-ce que vous avez dit mais quel couillon je fais d'avoir repris ça et pourquoi j'ai suivi mon mec? Mon mec, oui. Je parlais professionnellement, Mathilde. Non, mais oui. Pour moi, la réponse est oui. Franchement, il y a des moments où on se dit qu'est-ce qu'on fait là? Franchement, oui. C'est vrai qu'être un couple, c'est pas toujours facile. Un couple avec des enfants en bas âge,
non plus, avec la fatigue. Et puis alors, quand on se met en plus une charge d'entreprise avec 17 salariés, on se demande parfois qu'est-ce que je suis venue faire dans cette galère. Mais bon, ça passe vite. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire non. Mais je la comprends tout à fait parce que je l'ai un peu embarqué dans ce projet qui était le mien. Mais en effet, c'est pas tous les jours facile non plus, mais on s'adapte et on essaie d'avancer. Merci. J'avais une dernière question. C'est parce que c'est par provocation avec le président de région qui est arrivé. Qu'est-ce qui fait qu'on reste à produire totalement ces produits-là, qui peuvent être tout à fait faits ailleurs, en Nouvelle-Aquitaine et en France en général, qu'on n'exporte pas sa production? Franchement, c'est une idée qui nous est encore jamais traversée la tête ou l'esprit. On a vraiment envie de faire perdurer ce savoir-faire français et local. On a une belle PME qui est centenaire, qui a été créée en 1923. Encore une fois, on est leader sur certains marchés en France. Je pense qu'on est un des premiers fabricants de drapeaux français en France, ici à Bordeaux, puisque même d'autres fabricants français sous-traitent cette partie-là. Et voilà. Donc, je pense que. Et puis moi, je suis bordelais, j'adore la région et vraiment. Bébé, on a bien compris. Donc vous faites les drapeaux d'ailleurs, puisqu'on parle de ça. Ça va faire plaisir à quelques Bordelais. Si on peut rebondir un peu sur ce qu'on s'est dit avant, c'est vrai qu'aujourd'hui, produire en France, c'est presque un acte militant de favoriser l'ancrage local, l'impact territorial, etc. Et donc, nous, on est hyper attachés à ça, je pense. On vous félicite. Donc des encouragements pour Mathilde et des félicitations pour son mari. Restez avec nous, restez assis. Merci beaucoup. Je vais demander s'il veut bien nous rejoindre, Jean-François Clédel, de venir parce qu'il va prendre un trophée en passant, qui va venir vous remettre. Donc dès qu'il sera là, si vous voulez Mathilde, on se met debout, on va faire une photo au premier rang. Et au fur et à mesure que les récipiendaires seront là, on vous gardera avec nous. Allez, Jean-François, on va vous trouver un micro. Avant de remettre le trophée très officiellement. Écoutez, alors j'ai vu que vous vouliez répondre, mais ce sera moins long à Arthur Keller, vous n'avez pas 1h30. Je dis un mot de la conférence. Bon, je ne suis pas sûr que je fais partie de ceux qui ont compris ou pas compris. Non, mais par contre, j'ai vu, je crois, un reportage en Chine où ils ont tout compris de l'autosuffisance alimentaire des villes. Ils logent à peu près 100 000 porcs dans des immeubles sur plusieurs étages. Donc je crois que ça répond à la question de l'autosuffisance des villes, alimentaire des villes. Vous allez nous rejoindre pour la conclusion avec le président Rousset, Arthur Keller, pas de problème. Voilà, bon. Plus sérieusement. Cette entreprise, elle vous parle, elle va recevoir un prix. Elle me parle beaucoup parce que je connais le papa d'Erwan. C'est du copinage et qu'il a le prix parce que vous connaissez. Non, je suis totalement hors du concours. Je n'ai pas participé, j'étais pas dans le jury, donc vraiment. Et je suis ravi de voir cette société que je connais aussi parce que nous vous achetons quelques drapeaux régulièrement pour arborer les mâts de l'entreprise. Et donc je suis ravi en fait de voir que vous recevez ce trophée, cette entreprise qui a été reprise, qui a été transmise, donc ça fait deux transmissions en peu de temps, et qui préserve un savoir-faire local. C'est une belle entreprise qui est accompagnée par les CCI. C'est typiquement le type d'entreprise, la PME en fait, entre la PME industrielle, avec des savoir-faire, de vrais savoir-faire, presque artisanaux d'ailleurs. Je parle de ma collègue. On ne va pas les refaire passer à la Chambre des métiers. Il y a déjà Alliance Étiquette. Mais voilà, c'est une belle entreprise qui se développe avec de jeunes patrons, plein d'avenir. Voilà. Et en espérant qu'il y aura demain une autre génération peut-être. A priori, ça arrive. Alors, mais il y en a pour quelques années quand même. Allez, remettez le prix devant le photographe. Allez-y. Ravi de vous remettre ce Grand Prix 2025, Mathilde, le trophée interconsulaire. Applaudissements. Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Bravo, félicitations. Mathilde, Erwan, je vous propose de rester assis parce qu'on fera une photo de groupe à la fin avec le président Rousset. Restez dans les fauteuils, les premiers arrivés sont les premiers servis. Restez là, Jean-François, il y a de la place. Allez, je vous propose qu'on enchaîne avec vous, Madame la vice-présidente, et qu'on fasse revenir Stéphane sous applaudissements Dupont, puisque vous êtes le deuxième lauréat. On se doute qu'il y a une distribution de trophées à nos 3 témoins du jour. Si ce micro marche. Très bien. J'aimerais bien vous entendre quand même sur la réponse qui nous a été faite tout à l'heure sur une telle entreprise, et c'est pas péjoratif, qui est à la Chambre des métiers. L'année dernière, pour rappel, pour ceux qui étaient là, ceux qui n'y étaient pas, on avait une superbe histoire de jeunes couturières d'Angoulême qui faisaient un appel incroyable à l'intelligence artificielle. Ça avait captivé Alain Rousset, je m'en rappelle, l'intelligence artificielle. Et là, on passe un gap incroyable. C'est quoi ce choix et pourquoi vous avez voulu mettre une telle entreprise en avant ? Il l'a très très bien dit, il a quand même des savoir-faire qui sont rares.
voilà, avec de l'impression sur de l'étain, voilà, il est obligé, voilà, d'anticiper sur les départs en retraite des salariés pour former les nouveaux, parce que c'est des choses qu'on ça apprend vous parle, uniquement en entreprise. Ouais. Oui, transmission de savoir-faire, c'est important. Et puis, bon, dans le Bordelais, les étiquettes, c'est important. Donc, il est sur une niche, et l'imprimerie, voilà, c'est artisanal. Une niche à 120 millions, hein, donc voilà. Allez, on y va. Félicitations. Refaites le prix, la photographe est là, allez-y, regardez-la, c'est là, parfait, applaudissements. Bon, il y a d'un seul coup beaucoup moins de suspense, hein, donc on va appeler le secrétaire général de la Chambre régionale d'agriculture et ex-président de cette belle chambre qui va nous rejoindre avec notre agriculteur de la Vienne, que je suis en train de chercher du regard, qui ne doit pas être loin. Le voilà.